Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. J'ai commencé à militer, si l'on veut dire, à la guerre d'Espagne et surtout en 1939, quand malheureusement les républicains espagnols ont franchi la frontière française des Pyrénées. Croyant trouver une terre d'accueil, ils ont trouvé un gouvernement de droite qui les a parqués, et en particulier Abraham. Et là, avec ma mère, le jeudi après-midi, nous portions le ravitaillement que nous avions récolté autour de nous, mon père à la poste, qui était posté à ce moment-là, et puis nous portions aussi des vêtements chauds et des couvertures, et c'était remis au centre de répartition qu'avaient formé les camarades français pour venir en aide aux camarades, aux républicains espagnols. Et puis, bon, les années passant, je me suis retrouvée à manifester, comme des centaines de Carcassonnais d'ailleurs, le 14 juillet 1942, sur le boulevard Barbès, au pied de la statue Barbès. Là, j'ai eu un petit accrochage insignifiant, mais nous étions surtout satisfaits d'avoir pu mobiliser autant de monde. Et ce que j'avais appris, c'est que le matin, déjà dans la rue de la Gare, les jeunes résistants, y compris mon mari, Lucien Villa, avaient mis un ruban tricolore dans la rue de la Gare pour faire voir que ce jour-là, c'était le 14 juillet, avec d'autres camarades, bien entendu. Partant de l'idée qu'il était possible de faire quelque chose, de s'élever contre le gouvernement de Vichy, les mouvements de résistance se sont réunis à nouveau et ont voulu marquer la date de la victoire de Valmy en septembre, toujours de la même année, 1942. Le parti ayant appris qu'on embauchait au service de la carte d'identité m'avait dit tu vas demander ton embauche, si tu es prise, tu devines ce qu'on va te demander de faire. Oui, bien entendu, c'était pas compliqué. Donc j'ai été embauchée et j'ai fait ce qui m'avait été demandé. Mais je n'y suis pas restée longtemps parce que, entre-temps, 3 jeunes FTP que je connaissais et dont un était hébergé à la maison, se sont trouvés donc sur le lieu de l'attentat pour abattre un agent français de la Gestapo. Mais malheureusement, cet attentat a mal tourné et les jeunes ont dû se rebousser chemin, évacuer rapidement. Et un qui avait emprunté le vélo de mon père, bien sûr, vu les circonstances, l'avait laissé sur les lieux de l'attentat. Donc la police avait une pièce à conviction, si l'on peut dire. Et après 2-3 jours peut-être après de recherche, ils ont su à qui appartenait le vélo. Quand la police a su à qui appartenait le vélo, mon père était dans la clandestinité et mon frère était emprisonné à ce moment-là. Donc la police est venue m'arrêter au service de la carte d'identité où je travaillais et m'a amené dans les sous-sols de la police judiciaire et ce bâtiment se trouvait derrière le palais de justice. Herr Bahr? Senden Sie mir sofort 2 Männer zu dem Haus im Place Carnot. Sie übermitteln sofort. Sofort, Herr Bahr.
Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma mère, qui vendangeait à ce moment-là, puisque c'était le mois de septembre, avait été arrêtée. La police était venue l'arrêter dans les vignes et l'avait amenée aussi dans les sous-sols de la police judiciaire. Donc nous avons passé 8 jours et nous avons été interrogés. Nous n'avons pas été brutalisés, mais nous avons été interrogés jour et nuit. Nous dormions 10 minutes, un quart d'heure. Un policier, jamais le même, venait nous réveiller et nous interroger et voulait à tout prix nous faire dire que le vélo nous appartenait. Mais nous avions appris par mon père que le mieux c'était de ne jamais parler. C'est vrai que ça a été simple parce qu'on n'a pas été brutalisé, mais c'est dur. On se rend compte que quand on est agressé violemment, comme on sait, et la torture existe malheureusement, on le sait tous. Donc on n'a pas de gloire à avoir, mais nous n'avons rien dit, ni ma mère, ni moi. Ça nous a servi probablement parce que 8 jours après, le commissaire nous a dit « Vous êtes libre ». Le préfet de l'Aude ne donne pas l'ordre de vous arrêter, disant qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour votre arrestation. Mais en souriant narquoisement, il me dit « La prochaine fois, c'est la prison ». Je n'ai pas fait de commentaire, bien entendu, nous sommes partis et j'ai repris ma place dans la résistance comme je faisais auparavant. Et puis j'ai trouvé une place à travailler parce que pendant la guerre on prenait n'importe qui aux ponts et chaussées. Les bureaux se trouvaient à la préfecture actuelle de Carcassonne. Et là, très peu de temps après, j'ai très peu travaillé comme vous voyez, mon chef de service me fait appeler un certain jour dans son bureau et il me dit très doucement, avec la voix très basse, il me dit « Je viens d'apprendre que vous et votre mère, vous allez être arrêtés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. » « Oui, monsieur, merci. » C'est vrai que ça nous tombait dessus tellement à l'improviste, sans moyens financiers, puisque mon père était dans la clandestinité, il n'y avait pas de paye qui tombait à la maison, nous avions très peu de ressources avec maman. Je viens à midi déjeuner avec elle, comme je faisais tous les jours, et je lui en fais part. Alors, bien sûr, elle aussi ne savait pas comment résoudre ce problème. Et nous savions que si nous partions, en premier, c'était la famille qui serait visitée par la police. Nous le savions, parce que ça s'était déjà passé. Donc, ma mère me dit, on ne peut pas aller dans la famille, qui nous aurait quand même hébergés. Alors, en partant à 1h30 au travail, elle me dit, ce soir, à tête reposée, nous y réfléchirons et nous en reparlerons. Nous verrons ce qui est le mieux à faire pour nous. Il n'y a pas eu de soir, parce que dans l'après-midi, j'étais donc au bureau, j'étais, il faut bien le dire, anxieuse, parce que je m'attendais à une arrestation. Mais on veut toujours croire un peu au Père Noël en disant, peut-être pas aujourd'hui. Et puis dans l'après-midi, je n'avais pas la tête au travail, je vois arriver 3 messieurs chapeautés, tout de noir vêtus, des grands bonhommes, qui vont dans le bureau de mon chef. Ça, je dis, c'est pour toi. Et ça a duré quelques minutes. Mon chef est venu avec ces 3 messieurs près de moi, et mon chef m'avait dit, mademoiselle Untel, ces messieurs veulent vous parler, vous les suivez. Et comme j'avais toujours dans l'esprit de m'évader, j'avais pensé qu'en allant aux toilettes, il y avait une petite fenêtre, il n'y avait qu'un étage à sauter, je me disais, je vais essayer de m'évader. Et alors je leur dis très tranquillement, très calmement, je voudrais aller aux toilettes. Oh oui, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'un policier m'a accompagné et il a mis le pied dans la porte, comme ça je n'ai pas pu fermer la porte. J'étais coincée, il faut bien le dire. Voyant ça, je n'ai pas eu d'autre solution que de me rendre, c'est-à-dire que je suis ressortie. Ils m'ont amené, ils ne m'ont pas dit un mot. Il y avait une traction avant noire
devant la préfecture. Il y avait le chauffeur qui était au volant. Ils m'ont fait asseoir derrière avec 2 policiers de chaque côté. Le 3e était à côté du chauffeur. Et là, pas un mot, ni où on vous amène, ni où on vous fait ça, rien. Mais en voyant la direction qu'on a prise, c'est-à-dire route de Narbonne, je me suis dit, je vais à la prison. Ça n'a pas manqué, c'était bien à la prison que j'allais. Et là, en arrivant, quand je décline mon identité, le gardien-chef me dit « ce nom me dit quelque chose. Personne de votre famille n'est venu ici ?» Je dis « oui, monsieur, c'est mon frère. » Donc, il savait déjà qu'il était politique et que je devais être sûrement politique, puisque quand même, la totalité des prisonniers à Carcassonne à ce moment-là, c'était des droits communs. Mais ce que je ne savais pas, et en plus, j'effaçais de mon idée qu'on ait pu arrêter ma mère. Parce que je me disais, on m'arrête d'une façon arbitraire, puisque je n'ai pas été prise sur le fait, ni à distribuer des tracts, ni à taper des tracts, ni à transporter des armes, comme je l'ai fait. Je me disais, il n'y a que moi qui sûrement suis visée et arrêtée. Et puis, je dois dire que, bon, la gardienne m'a mis dans une cellule où j'aurais dû être seule, mais comme les places manquaient, même à ce moment-là, les prisons étaient surchargées, je me suis retrouvée avec 2 jeunes. On les appelait les J3 parce qu'on avait un supplément de nourriture, et une femme qui, à ce moment-là, me paraissait une vieille femme qui devait avoir dans les 60-65 ans, qui était tout de noir vêtue, un châle noir sur la tête. Nous l'appelions d'abord Mémé. Et puis, les jours passés, je m'occupais de la petite. Il y avait une petite gitane qui était là parce qu'elle avait volé du linge à un étendoir. Et je me rappellerai toujours, même maintenant, elle disait toujours, je ne l'ai pas volé, je l'ai trouvé. Mais je lui disais, tu es quand même rentré quelque part pour le prendre. Enfin, j'ai passé mon temps, et je ne le regrette pas, à lui avoir appris les rudiments de la lecture. Nous avions demandé, elle voulait apprendre à lire, et elle me disait « fais-moi lire ». Et la gardienne nous avait donné un livre, et je lui ai appris à lire et surtout à compter, en lui disant « quand tu paieras quelque chose, tu sauras au moins qu'est-ce que tu donnes et qu'est-ce qu'on te rend comme monnaie ». Ceci dit, je vais le dire rapidement, parce que ça a quand même été très dur pour moi, même si ça paraît insignifiant, mais je ne savais donc pas, et je n'avais pas dans l'idée une fraction de seconde que ma mère puisse être en prison. Et par contre, ma mère était plus lucide. Elle a pensé que j'étais en prison. Et alors, comme on était en prison à la Noël 43, la gardienne était passée en disant « qui veut aller au culte ?» Alors bon, moi comme je suis athée, le culte, j'ai dit non. Mais ma mère disait, elle était croyante, mais c'est pas pour ça qu'elle y a été, comme elle m'a dit, mais je pensais que tu aurais eu la même idée que moi et qu'on se serait vu au culte. Mais elle m'a dit, après, quand on s'est revus, tu as bien fait de ne pas venir, parce qu'on m'a mis dans comme une cage, j'avais la planche jusque-là, jusqu'aux yeux, et la seule personne que je voyais, c'était le prêtre, mais je n'ai vu personne d'autre que la tête du prêtre, c'est tout, même pas en entier. Alors elle m'a dit, même tu aurais été là, je ne t'aurais pas vu, tu as bien fait de ne pas venir. Mais ma mère n'y tenant plus, et je la comprends, parce que quand on est mère de famille, un enfant, c'est tout. Elle, n'y tenant plus, un jour où elle remonte de la cour, elle se met, parce qu'on montait l'une derrière l'autre quand on était dans la cour, on ne pouvait pas me passer 2 par 2, c'était à la queue-leu-leu, donc elle se met à la queue-leu-leu des femmes qui étaient avec elle, elle attend alors. Donc elle était la dernière à rentrer dans la cellule, et au moment où la gardienne lui dit « vous rentrez », elle se tourne vers la gardienne, elle s'approche d'elle, et elle lui dit « dites-moi si ma fille est là ». Et comme la gardienne chef n'avait pas le droit de le lui dire, avec les yeux, elle lui a fait ça. Donc ma mère a compris que c'était un oui déguisé.
parce qu'après nous avons su que le gardien et la gardienne, qui étaient un couple, étaient des socialisants. Donc ils se sont comportés avec nous comme des humains, comme des gens. Je l'ai toujours dit dans mes interviews, dans ce que quand j'ai pu parler d'eux, j'ai dit ils ont été honnêtes. Il faut le reconnaître. Donc, maman savait que j'étais en prison. Et combien de jours après, je ne sais pas, matin, le portillon où nous passait la gamelle s'ouvre, la gardienne chef m'appelle et me tend la main, et elle me dit « Vous connaissez ça ?» Je m'avance, c'était les boucles d'oreilles de maman. Je lui dis « Oui, madame, c'est les boucles d'oreilles de ma mère. » Elle a refermé la main, elle a fermé le portillon. Elle n'a pas dit, à part ces mots, elle n'a rien dit d'autre. Je dois dire que j'étais très malheureuse, parce que j'étais un peu inconsciente de penser qu'elle n'était pas arrêtée. Alors ça a été un coup d'assommoir tellement brutal que j'ai passé de très mauvais moments. Et puis... j'ai retrouvé ma mère au printemps, je n'arrive pas à me rappeler même du mois de 44, mais c'était au printemps parce que quand nous sommes sortis de prison, nous étions enchaînés deux par deux. On m'avait mis la menotte avec maman, donc c'est là où on s'est embrassés parce qu'on ne s'était pas vus depuis qu'on était arrêtés. Alors c'était un jour pénible, mais c'était un jour de grande joie parce que je retrouvais ma mère. Nous avons été donc enchaînés deux par deux et mises dans un vieux car. Toujours pareil, nous ne savions pas où nous allions parce qu'on ne nous disait rien. Et puis on s'est trouvé à Limoux. Moi qui suis native de Limoux, je ne savais pas où se trouvait la prison, bien entendu. J'ai appris. Et c'était une prison qui a été désaffectée parce qu'elle était en très mauvais état. Il y avait une dizaine d'années où il n'y avait plus de prisonniers. Donc on a trouvé une prison en très très mauvais état. Mais bon, c'était déjà plus une prison cellulaire. C'est-à-dire qu'à Carcassonne, nous sortions dans la cour 10 minutes, 15 minutes au maximum par jour, et tout le reste du temps, nous étions enfermés dans la cellule, ce qui était très très pénible. Tandis qu'à Limoux, les conditions étaient différentes. Nous passions la plupart du temps dans la cour. Donc c'était plus supportable. Mais il y avait une promiscuité. Nous étions dans une cellule pas très grande où nous étions 7. Nous n'avions pas de lit parce qu'il n'y avait pas de place de mettre des lits. Les lits en fer, bien sûr, mais c'est mieux un lit qu'une paillasse par terre. Donc on était couchés par terre, avec tout ce que ça comporte. Mais surtout, ce qui a été pénible pour moi, qui devait avoir 18-19 ans et qui ne connaissait pas grand-chose de la vie, j'ai côtoyé des femmes, comme on disait, de petites mœurs, c'est-à-dire des femmes qui tenaient des maisons closes, surtout à Paris, et qui racontaient à qui voulait l'entendre les spécialités qu'on trouvait dans sa maison, ce qui m'avait énormément choqué. Bon, là-dessus, je ne m'étendrai pas parce que ce n'est pas intéressant de toute façon. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon activité entre ces deux arrestations était essentiellement taper à la machine, taper le courrier qu'il fallait adresser aux différentes organisations. Et je tapais pas mal de stènes où la camarade avait une Renéo et elle imprimait, elle tournait les tracts qui étaient distribués dans la ville. En plus, mon père avait soustrait, donc, parce que le parti n'avait pas d'argent, une vieille machine qui ne servait plus, qui se trouvait dans les sous-sols de la direction des postes. Cet établissement qui se trouve à côté du palais de justice, c'est là qu'il travaillait. Donc dans les sous-sols, il y avait une vieille machine, il l'avait prise et qui me servait à taper essentiellement tous les papiers que j'avais à taper, les stenciles, etc. Et puis nous faisions des papillons avec des composteurs. Ça, ce composteur servait à faire surtout des mots d'ordre, anti-Vichy, anti-allemand, donner du courage aux Français, se battre, etc. Tout était bon. Et ça, on ne le mettait pas dans les boîtes aux lettres,
on le distribuait. Je me rappelle qu'on prenait ces papillons et avant la tombée de la nuit, parce qu'il y avait le couvre-feu, il ne fallait pas se trouver dehors, on partait en vélo et on distribuait dans les rues, on jetait ces papillons et le lendemain, quand les gens allaient au travail et passaient dans les rues, ils trouvaient quand même, donc ils sentaient qu'il y avait une résistance. C'était peu de choses, mais c'était donner du moral aussi aux gens. Et puis, bon, j'étais amenée à faire un transport d'armes. Et là, je voudrais dire avec qui. C'était un jeune FTP de Carcassonne, avec qui j'avais été dans une ferme. Et là, le paysan nous avait remis des armes. Alors, comme je ne m'entends pas trop aux armes, je pense que c'était des fusils de chasse. Et le camarade avait attaché ses fusils ou ses armes sur le cadre de son vélo et il avait arraché des pieds de maïs qu'il avait caché les fusils, bien sûr. Et nous sommes rentrés à Carcassonne un peu avant la tombée de la nuit. Alors je veux dire qui il est. Il s'appelait Marceau Pérutel. C'est un jeune camarade qui a été pris dans une embuscade au mois de juillet 1944 dans l'Aveyron et qui a été massacré. Alors pour lui rendre hommage, je veux aussi dire son nom. À part ça, bon, qu'est-ce que j'ai pu faire encore? C'est le transport. On portait régulièrement, les camarades espagnols, nous portaient régulièrement le journal du Parti communiste espagnol, Mundo Obrero. Et je sais que j'avais été chargée par le parti de porter un certain nombre de journaux à un camarade, que je peux donner le nom, Léon... Léon Bonnemaison. Et c'est chez lui que je portais les journaux du Parti communiste espagnol, et lui était chargé de le dispatcher, et les camarades, après espagnols, le distribuaient en ville. Ça, je sais que je le faisais. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Le courrier. Quand un camarade responsable du parti venait à la maison pour, bien sûr, donner des directives, et qu'il repartait à la gare, je l'accompagnais, pas côte à côte, bien sûr, je portais sa valise et je la lui remettais quelques minutes avant le départ du train. C'était aussi une certaine sécurité. On peut dire, c'est jamais à 100%. On peut toujours être pris au dernier moment, mais enfin, on essayait que s'il était pris, il n'avait rien sur lui. C'était important. À part ça, comme j'étais élève au lycée, je distribuais, parce que c'était une façon un peu à moi de continuer la lutte, je distribuais les tracts du parti, et dans le quartier de La Reille, je l'ai dit, à Lédiena, route de Toulouse, qui était un peu mon quartier. Et puis, quand j'allais à l'école, au lycée, je prenais la rue de Verdun au bas, du côté de l'école Jean Jaurès, et je faisais un côté, puis l'autre, etc. Comme j'avais quand même quelques précautions à prendre, une fois en distribuant, une dame, pas méchamment, descend, j'étais devant les boîtes aux lettres, elle me dit « Vous cherchez quelqu'un ?» Je lui ai dit « Je cherche, j'avais prévu un nom quelconque, un Dubois,
Ah bon, elle me dit, vous vous trompez, c'est pas ici, vous devez vous tromper de maison. Oh, je dis sûrement, mais pourtant on m'avait certifié que c'était ici. Je suis partie, évidemment, j'ai continué. Et puis, une autre fois, c'est une petite anecdote, la surveillante chef du lycée réunit toutes les filles du lycée dans la cour et dit on vient de voler un porte-monnaie, comme personne ne se dénonce. Ce soir à la sortie, vous serez fouillés. Et comme il me restait quelques tracts du parti, j'ai dit c'est pas le moment de les garder et je les ai fait disparaître aux toilettes, bien sûr. En fin de compte, le porte-monnaie avait dû être retrouvé, on n'a pas été fouillé. Pour en revenir à Limoux, puisque c'est là que le 11 juillet 1944, vers 5 heures, nous avons entendu des coups de feu dans la ville. La prison se trouvait attenante au parc de la sous-préfecture de Limoux. Ça, on l'a appris après, hein, parce qu'on ne savait pas trop où on nous a menés. Si, une prison, on l'avait vu, mais on ne savait pas que la sous-préfecture était à côté. Et comme il y avait des gendarmes qui gardaient la sous-préfecture, quand ils ont entendu qu'il y avait une attaque de la prison, ils se sont mis à crier dans le parc, vous allez être libérés, vous allez être libérés. Parce que les droits communs qui étaient dans ma cellule s'étaient accrochés au barreau de la fenêtre, et crier aussi on va être libéré, on va être libéré. Mais avec maman, on se doutait que si le maquis attaquait la prison, c'était pas pour prendre les droits communs, parce que c'est compliqué déjà de cacher du monde. Hein. Bon, nous, là, c'est vrai que notre libération avait été préparée, notre évasion. Et là, bon, quand les jeunes FTP ont attaqué, frappé à la porte de la prison, au petit portail, les gardiens ont pris peur, ils sont rentrés, se sont bouclés dans la prison, ils ne voulaient pas ouvrir. Alors c'est vrai que les camarades, ils nous ont expliqué tout ça après. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Alors ils ont mis une grenade de chaque côté de la porte. C'est le bruit que nous avions entendu, ces coups de feu que nous ne savions pas ce que c'était. C'est qu'ils avaient mis deux grenades, une grenade de chaque côté du portillon. Ils ont fait sauter le portillon, qui était un vieux portillon en bois, puisque comme je l'ai dit au départ, c'était une prison désaffectée. On n'aurait pas pu faire ça à la prison de Carcassonne, au portail. Donc très rapidement, nous avions ramassé avec maman les quelques guenilles qui nous restaient et nous attendions très anxieusement, quoi, il faut le reconnaître. Enfin, on perdait presque le souffle et au fur et à mesure qu'on entendait les pas, puisque dans les prisons, comme vous savez, c'est du bois pour qu'on entende si quelqu'un marche, part ou s'évade. Donc plus nous entendions les pas qui se rapprochaient de la cellule et plus on ne parlait pas avec maman, mais de se regarder on se comprenait. Et quand nous avons entendu la clé dans la porte, bien sûr que nous avons dit c'est pour nous. Alors la gardienne, elle était blanche comme ça, elle était accompagnée d'un maquisard cagoulé avec l'arme, une arme bien comme il faut sur l'épaule. Et alors elle nous appelle l'une après l'autre et elle nous dit « Vous voulez partir avec ces gens-là » Oh oui, madame, vous savez, ça a été du rapide. Alors on est parti en courant, parce que c'était pas le moment quand même de se prélasser dans les couloirs. Et arrivé en bas, il y avait une voiture de protection qui suivait la première voiture, le moteur était en marche, parce que c'était le moment quand même de ne pas rester. Il faut dire que quand nous sommes sortis de la prison, qu'on allait s'engouffrer dans la voiture, la portière était ouverte, il y a des coups de feu qui sont partis d'en face. C'était après, nous l'avons appris ensuite, c'était un gars du sol, c'est-à-dire du service de Pétain et de Vichy, qui tirait sur nous. Alors bien sûr, les camarades nous ont dit « couchez-vous, couchez-vous ». On s'est couché, mais à ce moment-là, on était jeunes et souples. Ça a été fait en quelques secondes. Et puis on est parti sur les chapeaux de roue. La voiture nous suivait pour nous protéger. Et puis là, nous avons pris la direction, un peu route de Chalabre, et nous sommes allés du côté de Mirepoix, dans l'Ariège.
Et là, nous avons été dans une ferme chez un jeune couple qui avait 2 fillettes. Ils n'étaient membres d'aucun parti, mais c'était des gens honnêtes, anti-allemands, anti-vichysois, qui cachaient déjà un républicain espagnol qui était recherché par la police française. Donc on tombait dans des bonnes mains. Et là, nous sommes restés environ une quinzaine de jours, quand mon père a su que nous étions libérés et qu'il a pu, lui, se libérer des tâches qu'il avait, il est venu nous chercher avec maman et il nous a menés. Il était à ce moment-là un des responsables de la résistance dans le Lot-et-Garonne. Et nous nous sommes retrouvés dans les environs d'Agen jusqu'à la libération de Toulouse au mois d'août 1944. Bouillonne. On escalade les chars, on s'embrasse. Je suis très content d'appeler. L'Amérique répond comme elle plaît. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ces chiens sans jamais perdre courage, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays.